Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Fringale, c'est Titien et je suis super content de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Du côté de l'équipe Radio Fringale, ça va bien, les championnats du monde de cyclocross approchent, les courses sur route reprennent toutes petit à petit là, donc voilà, on ne s'ennuie pas en ce moment, et puis le jubilé qui approche avec la course femmes dès demain et la course hommes ce dimanche, voilà, ça va être super en cyclocross. Bah écoutez, moi voilà, je sais pas si vous avez vu notre preview de cyclocross, mais on a parlé beaucoup de Mathieu Van Der Poel qui va être le grand favori de ces mondiaux de cyclocross, et du coup je me suis dit que pourquoi pas faire un petit focus justement sur Mathieu Van Der Poel qui est mon coureur préféré et je pense le coureur favori également de beaucoup d'entre vous, et je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques temps, notre cher Latorne avait fait une belle vidéo avec un nouveau concept, enfonce le pédalier, le top 5 en carrière de son coureur favori, de son petit chouchou Magnus Cort Nielsen. Et je me suis dit, voilà, pourquoi je reprendrais pas un peu le même principe et on se ferait un petit top 5 des victoires en carrière de Mathieu Van Der Poel. Et puis, vous savez quoi, les gars, comme Mathieu Van Der Poel, il gagne beaucoup plus que Magnus Cort Nielsen, même si on adore Magnus, hein, effectivement, et sa petite moustache, bah moi, il y aura un petit cadeau, ça va pas être un top 5, mais ce sera un top 6 avec une 6e course en bonus, voilà. Et bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir se lancer. Comment j'ai fait mon choix? Écoutez, j'ai écrit un peu sur une sorte de petit papier l'ensemble des victoires de Mathieu Van Der Poel et je me suis dit, ouais, ça va vraiment pas être facile à classer. Et donc, à mon avis, voilà, certains d'entre eux vont être déçus parce qu'ils vont pas forcément retrouver les courses qu'ils ont préférées avec Mathieu Van Der Poel, mais encore une fois, c'est très subjectif. C'est mon point de vue de passionné et puis de fan de Van Der Poel. Donc, de toute façon, quand vous avez fini d'écouter cette vidéo, n'hésitez pas à mettre votre commentaire en commentaire ce que vous avez pensé du classement et puis votre propre classement à vous. Quels sont les plus grands moments pour vous, les plus grandes victoires de la carrière de Mathieu Van Der Poel. Ces petites émissions, on va dire, de début ou d'intersaison, bah, c'est fait pour ça. Bah, sans plus attendre, je propose de commencer avec le petit point bonus, la course que j'ai pas réussi à faire entrer dans mon top 5, mais qui est quand même, voilà, que je voulais citer dans mon classement, et je vais parler des Strade Bianche 2021. Pour moi, au-delà d'une super victoire de Mathieu Van Der Poel, la plus belle édition des Strade Bianche que j'ai vue, en tout cas pour moi, parce que c'était également la plus relevée. Il y avait quand même tout le gratin des classiques et aussi beaucoup de coureurs de grand tour qui s'étaient redonné rendez-vous sur cette édition 2021 des Strade Bianche. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais à 40 km de l'arrivée, sur un chemin blanc, il y avait un groupe royal qui s'était extirpé avec justement Mathieu Van Der Poel, Wout van Aert, son rival de toujours. Il y avait le duo d'Ineos, Tom Pidcock et Egan Bernal, notre champion du monde français à l'époque, Julien Alaphilippe, Tadej Pogačar qui avait remporté le Tour de France l'année précédente et qui a remporté cette année-là. Et puis Miguel Gogol, qui a souvent été un invité surprise sur cette course, qui lui a souvent réussi. Donc ce petit groupe s'était extirpé et après s'être envoyé quelques peignets dans les 30 derniers kilomètres, s'était présenté groupé au pied de l'avant-dernière ascension, une montée très très difficile sur chemin blanc. Et là on voit Wout van Aert en difficulté, Pidcock, même Pogačar qui commence à céder à l'arrière du groupe. Et quand il voit ça, Mathieu Van Der Poel se dresse sur ses pédales et là, allez voir les vidéos si vous les trouvez sur YouTube de ces Strade Bianche 2021, parce que l'attaque de Mathieu Van Der Poel sur ce chemin blanc là à 12 km de l'arrivée, elle était phénoménale et seul Julien Alaphilippe a dû cravacher pour réussir sur son punch à s'accrocher. Et plus loin, c'est Egan Bernal qui était très très fort cette année-là, qui a réussi à revenir. Et les trois se sont joués la gagne dans la petite montée en pavé dans les rues de Sienne. Et nouvelle accélération à 500 mètres de la ligne de Mathieu Van Der Poel. Bernal, forcément, au punch, n'avait pas pu rivaliser. Et même le super champion du monde, Julien Alaphilippe, à l'époque, qui était quand même très très fort, avait dû baisser les bras. Et voilà, je trouve que c'était la première victoire au punch, pleine d'autorité de Mathieu Van Der Poel dans les rues de Sienne, là, qui avait remporté ces Strade Bianche. Et voilà, donc j'avais envie de la mettre en petit bonus et de la citer en 6e place de mon classement. Place maintenant, bah voilà, au top 5 et à la 5e place, et on va rentrer dans la symbolique parce que pour moi, j'ai mis une course c'est pas la plus passionnante des courses que j'ai pu voir, mais par contre, elle est pleine ouais, comme j'ai dit, de symbolique dans la carrière de Mathieu Van Der Poel. C'est le Tour des Flandres 2020. C'est son premier monument et puis surtout, c'est un monument qui remporte devant Wout van Aert, voilà, son ennemi de toujours. Et pourquoi? Pour même pas une demi-roue au sprint, un sprint magnifique entre les deux coureurs qui s'étaient extirpés à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée avec Julien Alaphilippe. Puis derrière, c'est pour ça que
en termes de scénario de course, ça m'avait pas, c'est pas la course qui m'a le plus emballé parce que Julien Lafilippe, je pense que vous vous souvenez tous, s'était pris une moto et puis était tombé, avait dû abandonner et derrière Van Der Poel et Van Aert à partir de ce moment-là, je pense que un peu d'un commun accord et voyant qu'ils étaient du même niveau, ils s'étaient relayés pour rejoindre l'arrivée ensemble et du coup on n'avait pas eu plus de bagarres que ça et par contre un sprint vraiment royal lancé à 200 mètres de la ligne par Van Der Poel qui contient le retour de Van Aert et qui va s'offrir un premier monument au nez à la barbe de son rival belge. Et voilà, je pense que là, avant cela, Van Der Poel, on l'avait vu sur cette saison 2020 un peu en souffrance. En 2019, il avait montré, on en parlera après de 2019, hein. Dans le classement, ça va revenir, mais il avait montré pas mal de belles choses, mais il faisait pas voilà des saisons sur route pleine. Et puis la reprise Covid, elle avait été dure à l'été 2020 pour Mathieu Van Der Poel. Et finalement, il était monté petit à petit en puissance pour voilà, il avait remporté le Big Bang Tour au prix d'une échappée de 80 km impressionnant. Ensuite il avait fait 6ème de Liège-Bastogne-Liège et il avait parfaitement géré sa montée en puissance pour être au top sur ce Tour des Flandres et remporter son premier monument. Et voilà, c'est vraiment pour moi ce qui a fait décoller totalement la carrière de Van Der Poel et la transformer en monstre absolu les années suivantes. Donc voilà, et rien que pour la photo, moi j'ai longtemps eu cette photo en fond d'écran de mon ordinateur portable. Voilà, le sprint magistral entre Van Der Poel et Van Aert à l'arrivée de ce Tour des Flandres. Donc en 5e place de mon classement. 4e place, on reste dans la symbolique et on part sur le Tour de France 2021. 2e étape, Mathieu Van Der Poel qui s'impose au sommet du mur de Bretagne. Ah ouais, c'était plein d'émotions. On se souvient encore des larmes de Van Der Poel à l'arrivée pour Raymond Poulidor, son papy. Et c'était le premier Tour de France de Mathieu Van Der Poel. On avait plein d'interrogations. Il sortait d'une saison 2021, justement, il avait remporté ses Strade Bianche. Il avait été impressionnant sur Tirreno. Il avait échoué de très peu sur le Tour des Flandres. Je me souviens qu'avant ce Tour de France, il avait gagné 2 étapes du Tour de Suisse en puncher. Donc ouais, voilà, Van Der Poel, il était très attendu. Le premier jour, on s'était posé pas mal de questions parce que quand Julien Alaphilippe s'était imposé avec son maillot de champion du monde, je sais plus au sommet de quelle côte c'était en Bretagne, mais je peux plus vous dire le nom, mais en tout cas, voilà, Van Der Poel n'avait absolument pas pu réagir, avait fini de manière, on va dire, assez anonyme dans le groupe des poursuivants, et justement, c'est ce qui est assez magistral, c'est le scénario de cette 2e étape où il s'impose au mur de Bretagne. Il y avait une double ascension du mur de Bretagne, et Mathieu Van Der Poel, il attaque à 15 km de l'arrivée dans la première ascension, et à ce moment-là, soit des gens se sont dit il est complètement fou, soit des gens se sont dit il est trop fort et tout est prémédité, soit moi j'avais certains doutes et je me disais ah là est-ce que c'est pas un aveu de faiblesse d'attaquer aussitôt. En fait, tout était assez calculé. Il y avait des secondes de bonification au sommet, ce qui a permis à Mathieu Van Der Poel de prendre le temps d'aller les chercher et puis de se relever ensuite. Et Van Der Poel, surtout, ce jour-là, il était impérial parce que malgré ses efforts fournis lors de la première montée, il est de nouveau aux avant-postes dans l'ascension finale du mur de Bretagne. On se souvient de cette attaque de Nairo Quintana. On voyait Julien Alaphilippe reculer et là on voit ce contre de Mathieu Van Der Poel derrière l'attaque de Quintana et puis de Sonny Colbrelli, je crois, et personne n'avait pu suivre le compte de Van Der Poel à 700 mètres de l'arrivée. Et pourtant il y avait du Tadej Pogacar, du Primoz Roglic, du Alaphilippe, du Dylan Teuns, tous ces excellents punchers, mais Mathieu Van Der Poel avait gagné avec une petite dizaine de secondes d'avance sur ses poursuivants et avec cette victoire plus toutes les secondes de bonification près au cours d'étape, c'était le doublé puisque Van Der Poel remportait sa première étape sur le Tour de France et allait chercher un maillot jaune qu'il a défendu pendant les 6 jours qui suivaient. Donc voilà, j'ai pas réussi à le mettre sur mon podium, mais ça aurait très bien pu figurer à la 2e ou 3e place. En tout cas pour la symbolique, c'est une magnifique victoire et la seule victoire aujourd'hui encore de Mathieu Van Der Poel sur le Tour de France. Mais moi j'ai ressenti beaucoup d'émotions ce jour-là, donc voilà, je voulais la faire figurer dans mon classement. 3e position maintenant, 3e moment de la carrière de Mathieu Van Der Poel pour moi. Et là, on va remonter, il y a quelques années, en 2019, l'Amstel Gold Race. Alors effectivement, Mathieu Van Der Poel, il a gagné des monuments, il a gagné des championnats du monde, mais pour autant, une de ses victoires, moi, qui m'a le plus marqué, c'est cette Amstel Gold Race 2019, parce que le scénario de course est complètement dingue. Mathieu Van Der Poel, qui avait déjà fait, c'était vraiment sa première saison sur route où il commençait à être un peu consistant l'année d'avant. Et je me souviens qu'il remporte notamment en 2018 le Tour de Grande-Bretagne, ou alors c'est en 2019. Peut-être que c'est en 2019, mais en 2018, il commence à faire quelques résultats. Je crois que c'était plutôt sur l'Arctic Race où il gagne des étapes en puncher. Mais on l'avait vu que sur quelques petites courses. Et en 2019, il explose totalement sur route, puisqu'il remporte dans le Grand Prix de Denain à travers la Flandre, la Flèche Brabançonne.
Il fait cette magnifique remontée sur le Tour des Flandres, c'était quand même incroyable. On se souvient de cette chute à 45 km de l'arrivée, Van Der Poel au pied de l'avant-dernière ascension du Quarmont, qui est en queue de peloton, d'un peloton de 150 coureurs. Il va remonter au fil de la course l'ensemble des groupes, l'ensemble des coureurs, et finalement il termine quatrième, je crois, parce que c'est Bettiol qui s'impose devant Asgreen et Christophe, et ouais, Van Der Poel doit faire 2/3 du sprint du peloton, et ce jour-là, à mon avis, s'il n'avait pas eu cette chute et qu'il n'avait pas dû produire autant d'efforts à remonter le peloton, il aurait pu suivre Alberto Bettiol et sûrement remporter ce Tour des Flandres, mais il l'a pas gagné. Mais par contre, cet Amstel Gold Race, une dizaine de jours après, Mathieu Van Der Poel, voilà, qui courait vraiment comme un chien fou à l'époque. Je me souviens qu'il lance une attaque à 45 km de l'arrivée, alors qu'il y avait une portion de 10 km de plaine après, et tout le monde s'était dit mais qu'est-ce qu'il fait, il est fou. Et effectivement, il s'était fait reprendre par le peloton sur cette portion de plat, et derrière, dans l'enchaînement des bosses clés de cet Amstel Gold Race, comme l'Iser Bosweg, le Keutenberg, là Van Der Poel il recule, et Julien Alaphilippe, qui était le très grand Julien Alaphilippe en 2019, un vainqueur de Milan-San Remo, très très fort sur le Tour de France, il lance une énorme attaque suivie uniquement par Jakob Fuglsang, qui était également dans sa grande année, et les deux parties prennent rapidement 30, 41 minutes sur le peloton. Mathieu Van Der Poel, on le voit plus trop. On s'est dit, voilà, il apprend, il fait des erreurs, mais voilà, c'est encore un petit peu dur pour lui face au gratin des punchers, ce type de course. Et puis là, il va se passer deux choses dans les 10 derniers kilomètres. C'est que Julien Alaphilippe et Jakob Fuglsang vont se regarder comme jamais. C'est-à-dire qu'en gros, Fuglsang, bien inférieur à Alaphilippe au sprint, il se dit, je vais pas t'emmener sur un plateau, donc à toi de faire de prendre tes responsabilités et de faire l'effort. Alaphilippe, il collabore pas trop, donc en tout cas voilà, les deux se regardent énormément, et puis derrière il y avait pas mal de groupes disséminés, et puis on voit Mathieu Van Der Poel petit à petit récupérer l'ensemble des coureurs. Il devait être peut-être en 15e position de la course, et il rattrape plein de groupes avec Bardet, Madouas, Sharpman, je me souviens, Kwiatkowski, Trentin, et voilà, et à 1,5 km de l'arrivée, Van Der Poel, il a ramené le groupe des poursuivants à une quinzaine de secondes de la tête. Kwiatkowski, il contre dans ce groupe des poursuivants, et je me souviens de cette image de Kwiatkowski qui rattrape Alaphilippe et Fuglsang, qui font du surplace derrière Mathieu Van Der Poel, qui est seul à prendre ses responsabilités dans le groupe des poursuivants, qui est à 4-5 secondes à 600-700 mètres de la ligne au moment où Kwiatkowski devant relance. Et là, stupeur, en fait, Kwiatkowski, il est en bout de course, Alaphilippe et Fuglsang, ils sont toujours dans sa roue, et Van Der Poel, à 300 mètres de la ligne, il lance le sprint, il est à une vingtaine de mètres derrière le groupe, et en survitesse, malgré le fait que Fuglsang et Alaphilippe lancent leur sprint devant, Mathieu Van Der Poel va revenir, va les déborder, et va conserver un vélo d'avance sur son deuxième Simon Clark pour remporter cet Amstel Gold Race de nulle part. Vraiment, c'était... Dites-moi si pour vous c'est un des finales de course les plus haletants, peut-être le plus haletant que vous avez vu depuis que vous regardez le vélo, parce que pour moi c'était vraiment incroyable. J'ai vécu un moment, je me souviens, j'étais comme un fou, j'arrivais pas à croire à ce que je venais de voir. Van Der Poel qui était à 5 km de l'arrivée, à plus de 45 secondes de la tête, et qui finalement remporte cet Amstel Gold Race et conclut un printemps magnifique pour son premier printemps à fond sur la route. Donc, et encore, il n'avait pas pu disputer Paris-Roubaix cette année-là. Donc, c'est pour ça que j'ai mis cette course en troisième position, même si l'Amstel, qui reste une grande course, n'a pas le prestige d'autres monuments qu'a pu gagner Van Der Poel. Mais là, les émotions étaient à leur comble pour moi. Passons maintenant à la deuxième position. Alors là, j'ai un peu triché et j'ai pris une course de cyclocross, parce que Mathieu Van Der Poel, c'est également forcément une immense carrière sur le cyclocross, et j'ai pris le championnat du monde d'Augeride en 2023. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, plusieurs choses. Déjà, parce que c'est une victoire face à Van Aert, et que malgré tout, la carrière de Van Der Poel, elle est forcément scrutée à travers celle de Wout van Aert, et que pour la deuxième fois, sur un duel final, sur un énorme rendez-vous pour les deux, Van Der Poel, il bat son rival. Et puis surtout, il faut remettre le contexte. En fait, Van Der Poel, ça fait... la saison d'avant en cyclocross, il fait 3 courses, et puis blessé au dos depuis les JO, il renonce à disputer les mondiaux. Donc voilà, pas terrible. Cette saison-là, Van Der Poel, saison 2022-2023 qui précède ces mondiaux, il est très fort Van Der Poel, mais Van Aert est encore beaucoup plus fort. Van Aert, il le surclasse sur les 3 quarts des courses où ils roulent tous les deux. Donc même si parfois Van Der Poel arrive à le battre, pardon. Van Aert, c'est quand même un monstre. Je me souviens de Zonhoven ou un autre cyclocross ou deux où Van Der Poel il finit à plus d'une minute de Van Aert. Donc Wout van Aert arrive quand même
à ces mondiaux de Ride en tant que grand favori et Van Der Poel plutôt en tant que outsider. Et en fait, c'est incroyable, Mathieu Van Der Poel transformé pendant ces mondiaux, j'ai trouvé. Dès le premier kilomètre, il fait qu'attaquer et il s'isole très rapidement avec Wout van Aert. Et finalement, Wout, pendant tout le reste de la course, il va pouvoir que s'accrocher à Van Der Poel qui va mettre sa coche sur sa coche sur sa coche. Et puis, finalement, Van Der Poel, il distance pas Van Aert. Et là, on se dit, voilà, au sprint, avec sa puissance, Wout van Aert, il va lancer de loin et puis Van Der Poel pourra jamais le remonter et tout le monde se dit Van Der Poel sa seule chance c'est d'attendre vraiment le plus tard possible et sur son explosivité essayer de battre Van Aert au sprint et la stupeur dans la dernière ligne droite à plus de 200 mètres de la ligne, c'est Van Der Poel qui lance sur le faux plat montant et Van Aert n'arrivera jamais à le remonter. Ça montre à quel point Van Der Poel était très très fort et sûr de lui ce jour-là, ces mondiaux d'Huggeride et c'est totalement. Enfin, moi j'étais hyper surpris parce que c'était à l'opposé de cette saison où je trouvais qu'il faisait beaucoup d'erreurs, qu'il était inférieur physiquement, tactiquement, etc. Et là, c'était ces championnats du monde, il les a gérés de main de maître. Et pourquoi je le mets en deuxième position? Parce que déjà c'était une course de fou, de folie. C'était peut-être pour moi leur plus grand duel finalement, puisque c'était avec ce Tour des Flandres 2020, c'était le plus serré, c'était le duel le plus attendu, le plus scruté et celui qui a été le plus disputé jusqu'au bout. Et je trouve que ça a été un point de bascule dans la carrière à la fois de Van Der Poel et de Van Aert. C'est-à-dire que Van Der Poel, ensuite, il a fait une énorme saison 2023. J'ai l'impression que cette victoire au championnat du monde l'a totalement libéré, que ce soit physiquement ou mentalement, et que c'est devenu un monstre. C'est devenu un coureur hyper intelligent, contrairement aux années d'avant où il attaquait un peu comme un chien fou. Quand il remporte ensuite cette année Milan-San Remo, Paris-Roubaix, les mondiaux, etc. Il place les bonnes attaques là où il faut, quand il faut. C'est un monstre physique. Alors j'ai trouvé vraiment que à la suite de ces mondiaux, c'est vraiment devenu un monstre de chez monstre, même s'il était déjà très fort avant, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais et j'ai l'impression que là en 2024 ça va être encore plus fort, qu'il a atteint une sorte de plénitude physique et mentale incroyable. Quant à Wout van Aert, j'ai l'impression que, alors qu'il sortait d'une saison 2022 d'extraterrestre, avec ce Tour de France, ces 3 victoires d'étape, qu'il lâche Pogacar à Osaka, mais ensuite il domine cette saison de cyclocross. Je l'avais jamais trouvé aussi impressionnant, Wout van Aert, sur des cyclocross, et je trouve que cette défaite, de se dire, ah là, j'ai dominé, et finalement sur le grand rendez-vous, j'ai perdu, et derrière il fait une saison 2023 en demi-teinte, sûrement moi je pense atteint moralement par cette défaite au championnat du monde. Ça a été un point de bascule dans leur duel et dans leur carrière respective, et c'est pour ça que je le mets aussi haut à cette deuxième place. C'est pour la symbolique et puis pour la construction de carrière de Van Der Poel. Je trouve que ça a été un point de passage hyper important. On verra ce que ça donne sur l'année 2024, mais moi je l'ai ressenti comme ça. Et écoutez, on peut arriver à la première place maintenant. Mon moment phare, le moment numéro 1 pour moi de la carrière de Mathieu Van Der Poel. Vous vous en doutez, je pense qu'on va être beaucoup à être d'accord là-dessus. C'est les championnats du monde sur route de Glasgow en 2023 où Mathieu Van Der Poel s'impose, mais il survole la course. Déjà, c'était au-delà de la victoire de Van Der Poel. C'était pour moi la course de l'année 2023, peut-être avec le Tour des Flandres qui était génial aussi, mais ces championnats du monde, c'était incroyable. À partir de 100 km de l'arrivée jusqu'à la fin, les 2-3 dernières heures de course, ça n'a pas débranché. Alors, il y en a beaucoup qui critiquaient le circuit, qui disaient qu'il était indigne d'un mondial. Moi, je l'ai trouvé super. Il en faut pour tous les goûts et je me suis pas ennuyé. Et puis surtout, Mathieu Van Der Poel, mon coureur préféré, qui parachève cette magnifique course en s'imposant de super manière, en lançant à partir de 90 km de l'arrivée pas mal de banderilles et puis en s'isolant avec les 3 autres grands favoris de la course, Wout van Aert, Mats Pedersen et Pogacar, et puis cette attaque pour reprendre Bettiol et lâcher ses compagnons à 23 km de l'arrivée là sur les mondiaux. Tu vois Van Aert qui se rassoit, qui baisse la tête, Pogacar et Pedersen qui sont à l'agonie et Van Der Poel qui s'envole et pour moi c'est vraiment là la plénitude physique qu'il a atteint de Mathieu Van Der Poel. C'était impressionnant ce niveau ce jour-là. Et pour augmenter un peu le mysticisme de cette course, c'est cette chute sous la pluie à 19 km de l'arrivée où on se dit c'est foutu, il s'est fait mal, il est tombé vite dans un virage, en plus il a cassé sa chaussure et puis Van Der Poel qui repart, maillot déchiré, et finalement en fait on se rend compte que malgré cette chute il repart de plus belle dans les montées, et il est au sprint et on se rend compte que les autres ils reviendront jamais, qu'ils sont malgré une chute en fait il était tellement au-dessus qu'il aurait même pu chuter 2 fois, il aurait remporté cette course haut la main
Et voilà, aujourd'hui, on peut voir Mathieu Van Der Poel avec ce beau maillot de champion du monde. Non, c'est vraiment la plus grande victoire de sa carrière parce que physiquement, pour moi, c'est sa plus grosse performance. Mentalement, il a montré que c'était devenu une bête également qui savait attaquer quand il fallait, qui savait mettre le coup de grâce, etc. Et puis voilà, pour également les émotions, j'ai ressenti énormément d'émotions avec cette chute. Et puis finalement, Mathieu Van Der Poel, voilà, qui arrive tout seul sur cette ligne droite finale et qui est enfin un titre de champion du monde qui méritait tant. Donc ouais, pour moi, c'était forcément la première place en termes de palmarès dans sa carrière et en termes d'émotions. Voilà pour moi pour ce top 5, top 6 du coup ici des victoires de Mathieu Van Der Poel. Alors effectivement, je n'ai pas mis Paris-Roubaix, je n'ai pas mis Milan-San Remo, son deuxième Tour des Flandres qui sont en termes de palmarès également de très grandes lignes parce que j'ai ressenti moins d'émotion sur ces courses, mais je comprendrais que vous les mettiez, notamment Milan-San Remo. Enfin voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je suis sûr que vous avez une très bonne idée également des courses qui vous ont le plus plu avec Mathieu Van Der Poel et des plus grands moments de sa carrière. Donc n'hésitez pas surtout à réagir et puis comme ça on en discutera tous ensemble. Et bah écoutez, voilà, c'était un petit moment sympa entre nous. Les championnats du monde de cyclocross, ça débarque ce week-end, donc j'espère que voilà, Van Der Poel il va pouvoir compléter un super moment pour sa carrière et puis nous faire vivre encore une heure de folie à Tabor et on se retrouve plus tard pour une prochaine émission, peut-être un débrief de ces mondiaux, je ne sais pas. En tout cas, je vous fais plein de bisous les copains et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission avec Radio Fringale. Ciao ciao.